commencer par remercier l'association des professeurs d'histoire-géographie de Picardie pour son aimable invitation, ainsi que l'université Jules Verne qui nous accueille ici. Je voudrais dire aussi que je suis très heureux de venir parler Afrique et de venir partager un certain nombre de questions que je me pose sur le développement de ce continent et sa trajectoire avec vous ce matin. Alors, le thème que je vous propose correspond à une commande qui m'a été faite par les organisateurs de la journée, mondialisation et développement, l'Afrique peut-elle sortir de l'économie de rente? Je crois que ça fait écho à un des éléments du programme de Terminal sur les inégalités de développement et l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation. Le point de départ de la réflexion, c'est que quand on pense à l'Afrique aujourd'hui, à travers les médias ou à travers un certain nombre de publications, il y a une image qui est peut-être plus brouillée, qui est une image plutôt brouillée, avec d'un côté des discours qui, depuis quelques années, se sont bien installés dans un certain nombre de publications sur la notion d'une émergence future, ou même dont on observerait déjà les prémices de l'Afrique. On parle de continent du XXIe siècle, on parle de dernière frontière de la mondialisation, on parle de renaissance africaine. Vous voyez le monument sur l'image en haut à droite, donc, qui est une statue monumentale érigée à Dakar à la fin des années 2000, monument de la renaissance africaine. Donc ça, ce sont des éléments qui paraissent relativement nouveaux, et en même temps, l'Afrique reste toujours sujette à un certain nombre de crises qui sont abondamment relayées dans les médias, et je dirais dont on a plus l'habitude, qui renvoie davantage à une idée ou à des représentations de l'Afrique qui ont cours déjà depuis un certain nombre d'années. Crise alimentaire au moment de l'augmentation des prix, les émeutes de la faim en 2008, crise sanitaire avec la crise d'Ebola en 2014-2015, des crises politiques ou géopolitiques liées à des conflits, à du terrorisme, on y reviendra peut-être un petit peu au moment des questions, et puis les phénomènes migratoires qui sont souvent un angle sous lequel on appréhende les questions, je dirais l'intérêt de l'Europe pour l'Afrique, vu de France ou vu d'Europe. Ces enjeux ces réflexions sur le développement de l'Afrique ont des implications importantes pour l'Europe, et je crois que c'est la manière de cartographier le monde, la manière européocentrée de représenter le monde a pour avantage de mettre l'Afrique en plein milieu sur un bon nombre de cartes. Les cartes sont centrées sur l'Europe, mais évidemment, par les effets de la géographie, l'Afrique apparaît immédiatement au sud de l'Europe, et je dirais qu'il est difficile de penser à long terme l'avenir du continent européen dans la mondialisation sans prendre en considération ce qui se joue dans ce continent qui est son voisin immédiat, et qui apparaît, vous voyez ici une carte de l'IDH il y a en 2010, mais peu importe, ça n'a pas beaucoup changé, qui apparaît comme le continent qui concentre le plus de pays pauvres à l'échelle mondiale. Alors, je vais vous parler principalement ici de l'Afrique subsaharienne. Je préfère faire la mise au point. Je parlerai peu de l'Afrique du Nord parce que ça renvoie à des dynamiques qui sont assez différentes. Néanmoins, parler de l'Afrique subsaharienne en 1 heure, 1 heure et quart, c'est pas facile parce qu'il y a une grande diversité de situations, une cinquantaine d'États et des situations régionales ou à d'autres échelles qui sont extrêmement contrastées. Il y a néanmoins un certain nombre de points communs, d'éléments d'unité de l'Afrique sous l'angle de sa relation à la mondialisation et au développement, et c'est peut-être cela qui justifie finalement de parler de l'Afrique. C'est un continent où on n'a pas assisté à des processus d'accumulation de capital ou économique. C'est un continent qui se caractérise depuis au moins 5 siècles par une intégration en position très asymétrique dans la mondialisation, c'est-à-dire en position de faiblesse. Un continent dont l'économie s'est spécialisée depuis quasiment le XVe siècle dans l'exportation de matières premières brutes vers le système mondial. Un continent qui a été très largement colonisé, à quelques exceptions près, et un continent qui présente un morcellement politique très important. Je vous le disais tout à l'heure, une cinquantaine d'États. C'est à peu près aujourd'hui le même gabarit démographique que la Chine ou que l'Inde, mais ici on a 53, 54, enfin ça dépend comment on compte certaines exceptions, peu importe, en tout cas une cinquantaine d'États. Autre élément d'unité de l'Afrique, et vous allez comprendre le rapport avec la réflexion que je vous propose sur les économies rentières, c'est un continent qui dans l'histoire a été caractérisé globalement par ses faibles densités démographiques, par le fait que les populations étaient relativement dispersées et que les rapports des gouvernants à ces populations, les systèmes politiques et économiques qui se sont construits, ont été fortement influencés par cette faible densité de population. Il y a un certain nombre d'exemples. Il y a eu
des zones de forte densité démographique en Afrique, mais dans un grand nombre de situations, le fait que la population soit dispersée, qu'elle échappe au contrôle fiscal, qu'elle essaye d'échapper par ses déplacements réguliers au contrôle politique, a fait que les pouvoirs politiques se sont construits, se sont consolidés en maîtrisant les flux commerciaux d'extraversion, donc de relations avec l'extérieur, la traite esclavagiste dans un premier temps, et puis ensuite l'exportation d'autres matières premières, au détriment de formes, je dirais, plus bureaucratiques et sans permettre la constitution d'États, un petit peu sur le modèle des États européens, constitués autour de la fiscalité et de l'imposition du travail paysan. Donc on a là un trait qui caractérise un grand nombre de situations en Afrique, même si, évidemment, on peut toujours, vu la diversité du continent, identifier des exceptions. Dans les discours sur l'Afrique, et il me semble important de remettre un petit peu en perspective du point de vue chronologique, c'est l'évolution de ces discours. Il y a eu 3 moments, 3 séquences bien distinctes, ce qui vous permet aussi d'expliquer un peu la tension que j'évoquais au début entre une vision plutôt optimiste et une vision plutôt pessimiste de l'Afrique. Dans les décennies qui ont entouré l'indépendance, donc les années 50-60, les représentations communes sur le développement de l'Afrique étaient plutôt optimistes. On était dans une période où les prix des matières premières étaient élevés, on allait vers l'indépendance, les États sont ensuite devenus indépendants pour la plupart à la charnière des années 60. L'aide au développement dans le contexte de la guerre froide était aussi importante, et les États étaient véritablement les moteurs, les architectes des politiques de développement. À la suite de cette période, on suivit 2 ou 3 décennies, on pourrait dire un quart de siècle de crise, donc qui commencent dans les années 70, mais qui vraiment sont très marquées dans les décennies 80-90, avec des sécheresses dans les pays arides ou semi-arides, mais surtout des prix des matières premières qui sont bas au niveau mondial, ce qui entraîne une crise de la dette dans un très grand nombre, enfin dans pratiquement tous les pays d'Afrique, qui sont placés sous ajustement structurel, donc les plans d'ajustement structurel, ça désigne des processus par lesquels les États confient de facto une bonne partie de leur politique économique aux institutions internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces périodes de crise des années 80-90 sont marquées également par une intensification et une augmentation du nombre des conflits, particulièrement marquée dans les années 90, la rente géopolitique que certains pays recevaient dans le contexte de la guerre froide n'existe plus, on n'est plus soutenu pour sa fidélité au camp occidental ou au camp communiste, et du coup, disons que ce contexte va favoriser des conflits dans un grand nombre de situations. Les démocratisations qui sont liées en quelque sorte, qui suivent la chute du mur de Berlin, vont contribuer aussi à un contexte d'instabilité dans nombre de pays. Donc dans cette période, on assiste à une baisse du produit intérieur brut par habitant importante, les revenus par tête diminuent fortement, et donc la pauvreté se diffuse de façon très générale. Et puis, troisième séquence, je dirais depuis la charnière des années 2000, une période beaucoup plus optimiste, beaucoup plus favorable. Je développerai un petit peu les différents facteurs tout à l'heure qui permettent de l'expliquer, avec un ouvrage, par exemple, que je peux vous citer, de Olivier Charnoz et Jean-Michel Severino, qui s'appelait « Le temps de l'Afrique », qui montre que après toutes les crises que l'Afrique a traversées, eh bien, on est dans une période qui, à certains égards, autorise un changement de trajectoire dans l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation. Alors l'Afrique aujourd'hui, je vous le disais, je ne vais pas m'y étendre, c'est un continent qui reste globalement, si on regarde les inégalités de développement dans le monde, ça reste le continent de la pauvreté à l'échelle mondiale. Quels que soient les indicateurs qu'on considère l'indicateur de développement humain, qu'on considère le PIB, le PIB africain en 2013 était de 1600 milliards de dollars, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros c'était comparable au PIB de l'Espagne ou de la Corée du Sud, donc tout le continent africain. Des espérances de vie extrêmement faibles, de l'ordre de 50 ans, une consommation d'énergie extrêmement faible, 32 fois plus faible en moyenne que pour un habitant subsaharien que celle d'un Américain moyen, par exemple, des niveaux d'éducation, de formation très en dessous des standards internationaux. Et puis, je n'insiste pas sur ce point, mais il est tellement important que je l'évoque tout de même, des transitions démographiques et urbaines tardives, donc une population qui connaît un accroissement démographique, une transition démographique qui se réalise plus tard que sur les autres continents, une très forte croissance démographique et une croissance urbaine qui est également tardive et importante. Alors, pourquoi la démographie, c'est un enjeu fondamental par rapport à une réflexion sur le développement? Il y a 1 milliard d'Africains aujourd'hui, il y en aura 2 milliards en 2050,
plus ou moins, hein, selon les estimations. La réflexion sur l'émergence, hein, ce mot très à la mode dans la réflexion sur le développement, hein, qui désigne un changement de position relative d'un pays dans la mondialisation, qui s'affirme à la fois d'un point de vue économique et politique, eh bien l'émergence, ce terme a été d'abord utilisé dans les milieux de la finance pour désigner l'émergence de marchés de consommation. Et si l'Afrique change de gabarit démographique, si l'Afrique en 2050 représentera pratiquement la population de la Chine et de l'Inde, presque hein, réunis, ça présente des changements considérables du point de vue des marchés de consommation. Cela pose des défis considérables, des défis de ce qu'on pourrait appeler la transformation structurelle, hein, des structures à la fois de la population et de l'économie. La révolution industrielle, pour dire très rapidement, ça a été un passage de populations majoritairement rurales, rurales et agricoles à des populations majoritairement urbaines et travaillant dans les services ou dans l'industrie. Eh bien, cette transformation, elle va devoir s'effectuer en Afrique dans un délai très court, à l'échelle des transitions qu'on a observées par le passé dans d'autres parties du monde, et donc ça présente des enjeux particuliers. Et de ce point de vue-là, donc la question que je voudrais partager avec vous ici, hein, c'est de savoir, est-ce qu'on est finalement dans une continuité historique d'une insertion asymétrique de l'Afrique dans la mondialisation spécialisée dans la fourniture de matières premières, ou est-ce que la croissance démographique et d'autres facteurs de changement peuvent permettre un changement finalement des modalités d'insertion de l'Afrique dans la mondialisation? Alors, je vais essayer d'utiliser la notion de rente pour essayer de vous montrer comment ce changement peut se questionner, en tout cas se mettre en débat, sans aller trop dans le détail. La notion de rente, elle a été beaucoup traitée dans d'autres disciplines, hein, par les économistes ou les politistes. En Afrique, en géographie, c'est une notion qui n'a pas été énormément utilisée. On dit souvent que les économies africaines sont des économies rentières, mais on n'explicite pas trop en quoi ça permet d'expliquer le fonctionnement de ces économies. Donc c'est peut-être un petit peu de ça dont je vais parler avec vous. Alors pour vous donner une définition simple, je pense que vous pouvez peut-être retenir la première qui est mentionnée ici. La rente est l'obtention d'un revenu sans contribution à la production, donc un flux de ressources monétaires déconnecté d'une application dans une activité productive. Si la rente peut se définir de cette façon-là, un État rentier, c'est un État donc qui correspond à une situation où une rente payée par des acteurs extérieurs revient à l'État alors qu'un petit nombre d'acteurs sont impliqués dans la production de cette rente. Donc la réflexion sur les rentes convoque, enfin disons, est fortement liée à une réflexion sur l'extraversion de l'Afrique, les modalités de relation à l'extérieur à la fois de l'économie et des systèmes politiques africains, et ça nous amène aussi une réflexion sur la dépendance finalement. Quand on parle de relations asymétriques, on pense à une relation de dépendance. Quelques repères bibliographiques pour ceux qui voudraient aller plus loin. Alors, vous avez ici un certain nombre d'ouvrages généraux sur l'Afrique qui sont, à mon avis, intéressants. La géographie universelle, qui date de quelques années, mais qui est très bien illustrée et qui me semble intéressante. Il y a deux manuels, peut-être les plus faciles à utiliser, de manuels de vulgarisation universitaire, qui sont peut-être plus faciles à utiliser pour vous. Donc, c'est celui de l'Afrique subsaharienne et géographie du changement, dirigé par Alain Dubresson et ses collègues, ou l'ouvrage de Roland Poutier, Afrique noire, que vous avez ici. Pour reprendre un certain nombre d'éléments qui vous auraient intéressé dans la présentation que je vais vous faire, mais sur lesquels je vais être obligé d'aller vite, étant donné le temps disponible, je vous invite à regarder deux références. D'une part, un article que je pourrais éventuellement vous remettre aux organisateurs de la journée sous format PDF, qui vient de paraître dans la revue française de socio-économie, l'Afrique entre malédiction des ressources et émergence, une bifurcation, donc qui reprend de manière un peu plus détaillée un certain nombre de choses qu'on va voir ensemble. Et puis un atlas qui est à mon avis assez facile d'utilisation, qui n'est pas très épais, que vous pouvez consulter en ligne en tapant sur Google Atlas CIRAD-NEPAD, sur le site du CIRAD, vous y arrivez rapidement. Un atlas donc sur les dynamiques à la fois démographiques et économiques, la transformation structurelle que j'évoquais tout à l'heure, en train de se dérouler en Afrique. Alors, la présentation que je vais vous présenter s'organisera en trois parties. J'irai peut-être vite sur la dernière partie en fonction du temps disponible. D'abord, je vais vous parler de la construction de systèmes rentiers extravertis dans le temps et de leur manifestation dans l'espace. Ensuite, je discuterai certaines des évolutions ou des révolutions, on peut poser la question, actuelles, en tout cas un certain nombre des changements qu'on observe aujourd'hui dans ces systèmes rentiers.
Et puis je finirai par proposer à la fois une étude de cas sur le Tchad, si j'ai le temps, et quelques visions prospectives sur des scénarios de trajectoire africaine dans la mondialisation en troisième partie. Ces systèmes rentiers, comme je l'ai dit en introduction, donc je ne vais pas y insister trop longuement, ils ont donc le fait que l'Afrique se soit spécialisée depuis longtemps et se soit intégrée dans la mondialisation par l'exportation de matières premières brutes, ça peut être daté d'une certaine manière par la mise en place du système de traite esclavagiste à partir du début du XVIe siècle, où un certain nombre de systèmes politiques africains vont tirer leur force de l'exportation vers des comptoirs contrôlés par les Européens et donc ensuite vers le Nouveau Monde des esclaves. Ensuite, je passe sur l'histoire de l'époque moderne. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les économies coloniales se mettent en place. Elles vont aboutir à une spécialisation économique des territoires qui va présenter une certaine stabilité jusqu'à aujourd'hui. L'idée pour les colonisateurs, c'est que chaque territoire doit fournir des matières premières qui permettent de justifier et de financer, surtout d'autofinancer, le budget de la colonisation. Et donc, en fonction des avantages comparatifs qui sont perçus à un moment donné des différents territoires, dans le domaine agricole, c'est des situations climatiques, agroclimatiques, qui vont être le facteur principal, en lien avec la possibilité d'exporter plus ou moins facilement, selon l'enclavement ou l'accessibilité des lieux, les matières premières. Donc ce sont ces facteurs, conditions naturelles, accessibilité, qui définissent la spécialisation de différentes régions. Certaines, donc le golfe de Guinée par exemple, se spécialise dans une économie de plantation où on produit du bois, de l'huile de palme. Les milieux soudaniens vont être spécialisés, donc la zone soudanienne va se spécialiser dans la culture du coton à partir des années 1920-1930. Une partie des espaces mieux accessibles vont se spécialiser dans la culture de l'arachide, comme le bassin dit arachidier au Sénégal. Donc une sorte de zonage de l'Afrique en fonction de ses aptitudes perçues à l'époque en matière agricole. Vous avez ici sur les photos des productions d'arachide au Sénégal. Alors, ces systèmes agricoles qui se mettent en place, on utilise souvent la notion de rente, on parle de culture de rente pour désigner la culture de produits qui sont destinés entièrement à l'exportation, donc des cultures qui sont commerciales, qui sont destinées à l'exportation, qui sont des produits qui ont été soit introduits par le colonisateur, soit en tout cas développés à l'échelle industrielle par les colonisateurs. Cette expression de culture de rente, elle peut être discutable. Est-ce qu'on parle de culture de rente pour désigner des cultures, une agriculture commerciale en France quand il s'agit de produire, je sais pas moi, du champagne alors que c'est exporté, la production est quand même entièrement commercialisée d'abord et largement exportée ensuite. Je ne sais pas si l'exemple du champagne est bon, mais en tout cas, cette notion de culture de rente, elle a été beaucoup appliquée à l'Afrique et elle peut être relativement discutable. Il s'agit en fait de culture d'exportation. Pourquoi cette notion peut être discutable aussi? C'est parce que du point de vue des agriculteurs qui cultivent du coton ou de l'arachide, ils cultivent ces plantes, au début sous contrainte, après volontairement, pour en obtenir un revenu monétaire. Ces plantes s'intègrent dans des systèmes agricoles où on produit aussi toutes sortes d'autres cultures vivrières. Et donc, pour ces producteurs, il ne s'agit pas d'une rente, il s'agit d'un revenu comme celui d'un revenu agricole, je dirais, comme on observerait dans n'importe quelle campagne intégrée dans le marché dans le monde. Bon, ces cultures de rente ont été l'objet de débats très importants, notamment dans les années 50-60, les débats portés par exemple par quelqu'un comme René Dumont et d'autres acteurs influents dans la sphère tiers-mondiste qui vont contester le rôle de ces cultures de rente et qui vont dénoncer leur impact négatif sur la sécurité alimentaire, la manière dont elles créent une dépendance très forte des producteurs par rapport à des prix mondiaux sur lesquels elles n'ont pas de prise, et d'une certaine manière ces débats sur le fait que le développement rural puisse être porté par ces cultures de rente, eh bien ces débats continuent à prévaloir, même s'ils changent de forme jusqu'à la période contemporaine. Vous avez ici donc des photos qui vous montrent, si vous voulez, la manière dont ces cultures ont pu transformer l'organisation des espaces et des paysages. Ici, on voit des champs de coton vus d'avion dans le sud du Tchad, avec une forme géométrique du parcellaire qui évoque un peu un damier qui correspond à la forme des champs de coton telle qu'elle a été imposée par les agronomes coloniaux. Mais vous voyez que c'est une culture familiale, paysanne, qui implique les familles élargies, même si les revenus sont monopolisés par les hommes. Alors, ces systèmes rentiers qui se mettent en place à la période coloniale
Ils vont évoluer dans la deuxième partie du XXe siècle. On va assister à la fois à une expansion des activités qui existaient déjà, donc des activités agricoles ou des activités minières ou pétrolières. J'en reparlerai un petit peu. Dans la plupart des pays, on assiste aussi, c'est un élément de dynamique qui s'observe principalement dans les 2 ou 3 dernières décennies, on observe une diversification des activités, c'est-à-dire que des pays qui pouvaient ne tirer leurs revenus que d'une culture de rente à un moment donné, par exemple le Mali ou le Burkina étaient fortement dépendants du coton pendant très longtemps, ont pu développer d'autres activités économiques, à la fois agricoles, par exemple le riz ou d'autres, mais également des activités extractives. Donc là, je dirais que la nature rentière des États, des économies nationales s'est modifiée, les sources de revenus à la fois des producteurs et des États se sont diversifiées. Si je vous parle de rente, pour vous parler de ces économies, c'est du point de vue de l'État que l'on se situe. Ce sont les États qui tirent des rentes, finalement, de l'exportation, du contrôle de l'exportation de ces ressources, à travers, souvent, des organismes publics qui ont le monopole de la commercialisation du coton, du cacao, du café, etc., vers les marchés mondiaux, également des mines ou des hydrocarbures, selon des modalités qui sont un petit peu différentes, mais le principe reste le même. Donc, ce à quoi on assiste dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est finalement, si on faisait une carte de la géographie économique de l'Afrique, on constate que les ceintures où l'on cultive, les zones où on cultive ces cultures d'exportation, café, cacao, coton, arachide, etc., ont tendance à s'étendre. Les sites d'exploitation minière ou pétrolière s'étendent également, l'exploitation forestière progresse également. Alors, petit zoom sur les activités dites extractives, donc qui concernent les activités minières et pétrolières, qui sont un des archétypes de l'insertion dans la mondialisation de ces économies africaines. Il y avait depuis très longtemps des activités extractives en Afrique. On a trouvé des pièces d'or qui venaient d'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Sénégal actuel, qui ont servi de l'or a servi à frapper des pièces d'or dans la Carthage romaine. Donc, vous voyez, les échanges commerciaux entre l'Afrique subsaharienne et le monde méditerranéen sont très anciens. Et le commerce de l'or a été aussi un des fondements d'un certain nombre de royaumes, le royaume du Mali, le royaume Songhai, qui ont existé au Moyen-Âge en Afrique de l'Ouest. Cela dit, je dirais l'insertion contemporaine de ces activités extractives dans la mondialisation date de la fin du XIXe siècle. Elle est passée par l'Afrique australe et des investissements anglo-saxons en Afrique du Sud et dans ce qu'on a appelé la ceinture du cuivre, donc située au sud-est de la République démocratique du Congo actuelle et en Zambie. À la fin du XIXe siècle, début XXe, en termes d'activité minière, c'était principalement l'Afrique australe qui était concernée. Ensuite, dans les années d'après-guerre, les années 50-60, les prix des matières premières étaient élevés au niveau mondial, donc on a assisté à l'ouverture d'un certain nombre de mines dans d'autres pays, parfois en plein Sahara, par exemple la mine de fer de Zouérat en Mauritanie ou la mine d'uranium un peu plus tard, dans la fin des années 60, d'Arlit au Niger. Donc on a une évolution qui est un petit peu synchrone, si vous voulez, avec quelques différences, mais entre les produits miniers et pétroliers. L'exploitation du pétrole commence un peu plus tard, mais on a une dynamique assez importante quand les prix sont élevés, dans les années 50. Dans les années 70-80, le ralentissement de l'économie mondiale, fin des 30 glorieuses, contre-choc pétrolier en Europe et aux États-Unis, amène une baisse des prix et donc une baisse de toute cette activité. Et puis on a une situation donc, dans les années 90, globalement, où il ne se passe pas grand-chose en matière d'investissement étranger en Afrique, dans les secteurs miniers et pétroliers. Et puis, dans la période récente, donc à partir de la fin des années 90, il y a une véritable course, un véritable boom extractif en Afrique, avec des entreprises minières et pétrolières qui viennent à la fois des anciens pays développés, des entreprises que vous connaissez, type ExxonMobil ou Total pour le pétrole, mais aussi qui viennent de pays émergents, des entreprises chinoises, des entreprises brésiliennes, malaisiennes, etc., qui se pressent pour mettre en valeur de nouvelles ressources extractives en Afrique. Alors, la géographie qui est dessinée par ces investissements miniers est relativement simple. On pourrait peut-être épurer ces cartes. Dans le domaine pétrolier, la grande région de production, c'est le golfe de Guinée, production de pétrole offshore.
Mais il y a aussi quelques champs de pétrole onshore qui ont été exploités au Tchad notamment, j'en reparlerai tout à l'heure, au Niger, au Soudan, en Ouganda. Dans le domaine minier, la grande région de production minière, ça reste l'Afrique australe, avec l'Afrique du Sud, la Zambie et la Copperbelt, donc la partie, le sud-est de la République démocratique du Congo. Mais il y a également des pôles miniers assez importants en Afrique de l'Ouest, autour de l'or ou du diamant. Alors, la réflexion sur les rentes peut ne pas se limiter, mais là on est, je dirais, dans une réflexion qui est peut-être un peu plus exploratoire, un peu plus analogique, peut ne pas se limiter à une réflexion sur les économies fondées sur l'exportation des ressources naturelles. Si on dit que la rente, c'est des flux de ressources qui viennent de l'extérieur, sans activité productive, un certain nombre d'auteurs ont pu considérer que l'aide au développement constituait une forme de rente, puisque une aide au développement structurelle s'est mise en place, je veux dire, régulière, s'est mise en place depuis l'indépendance des pays africains, depuis les années 60. Elle a connu des évolutions. Jusqu'à la fin de la guerre froide était une dimension importante de cette aide. Elle conditionnait à la fois ses formes, ses acteurs. Après, il y a eu le moment, entre les années 80 et 90, alors c'est pas tout à fait la rupture de la guerre froide, on a eu le moment de l'ajustement structurel où les grands bailleurs de fonds internationaux jouaient dans beaucoup de pays les plus pauvres quasiment un rôle de ministère des Finances. C'était eux qui fixaient les priorités en matière de développement, les États ayant plutôt plus ou moins abandonné ces perspectives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir simplement, c'est que de très nombreux services publics aux populations dépendent dans leur grande majorité, pour les investissements en tout cas, de l'aide internationale en matière d'éducation, de santé, de routes, d'agriculture. Dans une grande majorité de pays subsahariens, les financements viennent de l'aide internationale, pas des budgets des États. Les budgets des États, en général, financent principalement le fonctionnement, le paiement des fonctionnaires. Alors, dans cette perspective, l'aide est apparue comme une sorte de rente indispensable qui permet le fonctionnement des États, qui permet des investissements, qui permet, pour reprendre le jargon de la Banque mondiale, de lutter contre la pauvreté, en tout cas de fournir un minimum de biens publics aux populations. Mais en même temps, augmenter les montants de l'aide. On dit parfois, si on veut arrêter l'émigration vers l'Europe, si on veut lutter contre le terrorisme, il faut augmenter l'aide. C'est compliqué. Augmenter les montants de l'aide, ce n'est pas une panacée. D'abord, dans beaucoup de pays, les capacités d'absorption des États sont faibles, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre des politiques publiques en gérant convenablement des flux financiers additionnels est très limitée. Donc il ne suffit pas de donner plus d'argent pour résoudre les problèmes. Et puis l'efficacité de l'aide, elle est sujette aussi à des débats sans fin. Il y a toute une sphère académique, d'économistes qui débattent sur l'efficacité de l'aide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas trouvé de modèle de développement miracle. Et donc l'aide n'est sans doute pas la seule, enfin disons, c'est sans doute pas par l'aide publique au développement telle qu'elle existe depuis 60 ans que le changement structurel que j'évoquais tout à l'heure dans la trajectoire de l'Afrique peut venir. Bon, les illustrations que je vous ai montrées, celle-ci, je la trouvais assez amusante. L'aide se manifeste dans l'espace en Afrique par une promotion que les donateurs font de leur action, la mettent en scène, qui la rendent visible par beaucoup de panneaux. Donc il y a des endroits où les panneaux sont très denses, d'autres où ils le sont moins. C'est déjà un indicateur de la diversité géographique de cette aide. Et les récipiendaires sont priés de croire à l'effet bénéfique sur la pauvreté de ces projets. Donc simplement ici, ce que je voulais signaler, c'est une carte qui montre l'aide publique au développement par habitant en Afrique de l'Ouest au milieu des années 2000. C'est des situations qui sont évolutives. Simplement, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'en fait, il y a une grande inégalité géographique de l'aide au développement. Il y a des pays qui reçoivent plus que d'autres. Cette inégalité géographique, elle vaut aussi à d'autres échelles. Il y a des régions qui structurellement absorbent des parts d'aide importantes. Par exemple, la vallée du fleuve Sénégal a reçu beaucoup de financements publics sur l'agriculture, beaucoup plus que le bassin arachidier, où vivent pourtant des populations beaucoup plus nombreuses. Donc il y a des inégalités géographiques importantes dans la distribution de l'aide. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que les pays les plus pauvres ne sont pas forcément ceux qui reçoivent le plus d'aide, pour toutes sortes de raisons, qui sont liées à la fois aux capacités d'absorption, mais aussi aux mobiles géopolitiques qui président parfois à la distribution de l'aide au développement. Encore une fois, si on poursuit une réflexion analogique sur les rentes, les remises migratoires, ces sommes d'argent que les migrants envoient vers leurs familles restées au pays, peuvent être considérées d'une certaine manière
comme des formes de rente, du point de vue de ceux qui les reçoivent. Là aussi, un peu comme pour l'aide au développement, on peut constater qu'il y a de fortes inégalités géographiques. Il y a des pays qui ont des communautés, des diasporas, si vous voulez, très importantes, d'autres beaucoup moins. Et à l'intérieur des pays, il y a des régions qui ont envoyé depuis longtemps beaucoup de gens en émigration et d'autres beaucoup moins. Cependant, au cours des dernières décennies, cette tendance, cette différenciation spatiale entre régions ayant beaucoup de migrants et régions ayant peu de migrants a tendance à s'estomper parce que la migration a une tendance à se diffuser à la fois, je dirais, à l'intérieur des pays. Dans un pays comme le Sénégal, c'est très clair. Historiquement, c'était la vallée du fleuve Sénégal qui avait été le grand foyer des migrations. Et puis, dans un passé plus récent, on a vu les zones de départ des migrants s'étendre pratiquement à la totalité du pays. Si on réfléchit sur les effets de ces remises migratoires sur le développement, là aussi, ça pourrait faire l'objet de conférences, je dirais, qui seraient consacrées simplement à cette question-là. Ce qu'on peut retenir simplement, c'est que les effets sur le développement sont très discutés. Les sommes d'argent qui sont envoyées par les migrants au pays sont des sommes importantes. Selon les estimations, ça représente à peu près autant que l'aide publique au développement. Donc ce sont des sommes qui sont considérables, globalement. Mais donc pour certains auteurs mettent l'accent sur l'utilité en termes de développement de ces sommes qui permettent de fournir des biens publics, qui permettent d'assurer des revenus monétaires dans des régions déshéritées, enclavées, où les ressources naturelles sont rares. D'autres auteurs insistent sur les relations de dépendance qui sont ainsi créées et sur la difficulté d'insérer ces flux financiers dans des dynamiques économiques endogènes ou dans des dynamiques productives. Par exemple, dans la vallée du fleuve Sénégal, dans certains endroits, quand vous recevez beaucoup d'argent de votre cousin ou de votre grand frère qui est parti en Italie, à New York ou en France, eh bien, il est difficile de vous mobiliser pour travailler sur des projets de développement financés par X ou Y pour mettre en valeur des périmètres irrigués. Parce que vous savez que de toute façon, vous allez recevoir de l'argent à la fin du mois et votre objectif, ce n'est pas de cultiver du riz sur place, c'est de pouvoir suivre, quand les conditions se réunissent, de pouvoir suivre la trajectoire de votre cousin qui a construit d'ailleurs une belle maison au village. Je poursuis cette réflexion analogique pour vous montrer jusqu'où peut être menée, si vous voulez, cette réflexion sur les rentes, donc ces flux financiers déconnectés d'activités productives qui sont en fait une manière de connecter l'Afrique à la mondialisation. Donc d'autres rentes peuvent être identifiées à travers les flux économiques qui seraient liés aux circulations. Alors, un certain nombre d'auteurs ont montré depuis longtemps que des régions frontalières en Afrique, que les frontières en elles-mêmes, par les échanges qu'elles occasionnaient à travers des différentiels monétaires ou légaux, constituaient des zones en fait, d'organisation de l'espace, de structuration économique et politique, les zones frontalières, même si les flux commerciaux transfrontaliers échappent très largement au contrôle des États, peu importe. Cependant, dans un passé récent, on a observé aussi une intensification d'autres types de flux criminalisés, qui sont aussi une forme d'intégration de l'Afrique dans la mondialisation, et notamment dans les années 2000, on a observé une intensification des flux de drogue latino-américaines, donc notamment des flux de cocaïne, qui, du fait de la baisse, à la fois l'augmentation de la lutte contre la drogue aux États-Unis, la baisse de la consommation aux États-Unis, la consommation s'est déplacée vers l'Europe et une bonne partie des flux commerciaux est passée par l'Afrique de l'Ouest, avec certains pays qui ont été des portes d'entrée privilégiées, la Guinée-Bissau, le Nigeria. Et puis ces routes de circulation de la drogue se sont démultipliées et ont contribué dans certains pays à l'affaiblissement des États et à la dégradation, je dirais, à la fois nationale mais aussi régionale des situations sécuritaires. Le Mali est un exemple assez emblématique où l'économie de la drogue a contribué à la corruption de l'État, je dirais au niveau central, mais aussi a contribué à une circulation d'argent importante dans le Sahara, en lien avec une circulation d'armes et des trafics de migrants dans les années 2000, ce qui a constitué, je dirais, un contexte favorable à la création d'une sorte de zone grise saharienne où se mêlent trafic de drogue, trafic de migrants, terrorisme, donc dans le Sahara, entre le Mali et un petit peu les autres pays frontaliers. Alors, à partir de toute cette présentation, ces différents types de rentes, vous voyez, des rentes les plus classiques, agricoles, minières, vers des formes de rentes un peu plus, je dirais, peut-être discutables, un certain nombre d'auteurs ont insisté sur, finalement, les impacts très négatifs de ces économies rentières sur le développement, et une expression qui est beaucoup utilisée, c'est celle de malédiction des ressources naturelles.
qui sous-tendrait que dans les pays qui ont beaucoup de ressources naturelles, plus vous avez de ressources naturelles, quand vos institutions sont faibles, plus vous êtes exposé à un certain nombre de problèmes. Alors, ces problèmes, ils peuvent s'observer dans différentes dimensions. Beaucoup d'économistes et de politistes ont écrit sur ces sujets-là. Ce sont des problèmes macroéconomiques. Des auteurs ont montré que les États qui avaient des rentes élevées avaient d'abord une dépendance très forte face. Quand vous dépendez de l'exportation d'une ou deux ressources naturelles, si les prix des ressources naturelles au niveau mondial chutent, eh bien votre PIB peut être divisé par 2 d'une année à l'autre. Le budget de l'État divisé par 4. Imaginez comment mener des politiques publiques dans ces conditions. Des pays qui ont des taux de croissance en moyenne plus faibles que les pays qui dépendent moins des ressources naturelles. Des pays dont les économies sont aussi moins diversifiées, puisqu'elles se concentrent finalement sur ces rentes, pétrolières ou cacaoyères ou autres. Et des problèmes qui sont des pays aussi qui sont structurellement les plus endettés, parce que, comme vous le savez, on ne traite qu'aux riches, et donc plus vous avez des ressources, plus vous pouvez négocier des crédits importants. Deuxième champ dans lequel l'abondance de ressources naturelles est considérée comme ayant des impacts très négatifs, c'est le champ de la gouvernance. Pour une raison que j'avais introduite tout à l'heure, c'est qu'en fait, la rente, prenons l'exemple de la rente pétrolière, qui est la plus importante, quand vous êtes un État pauvre et que tout d'un coup, vous avez un budget de l'État qui est multiplié par 10 parce que vous recevez une rente pétrolière, ça vous dissuade totalement de mettre en place des liens de nature fiscale. Vous n'avez pas besoin de prélever des impôts. Il est beaucoup plus simple de distribuer, selon vos intérêts politiques du moment, une partie de cette rente pétrolière pour gagner l'élection prochaine, plutôt que d'instaurer des relations de redevabilité, des relations entre citoyens et États comme elles existent à travers l'impôt dans des États modernes. Et donc vous avez des liens entre société et État qui sont relativement lâches. Donc c'est un type de système, si vous voulez, qui favorise le clientélisme politique, et qui ne permet pas la consolidation des institutions et des États de droit. Les États rentiers, à certains moments, dans les années 60-70, ont redistribué une partie importante de la rente, notamment en créant beaucoup de postes de fonctionnaires. C'était le moment où les États se constituaient dans les années 60 et où, pour constituer ces États, il fallait, pour les élites politiques, il fallait constituer un appareil administratif et également une clientèle politique. Et donc constituer des fonctions publiques, ça a été un moyen de redistribuer les rentes. De grandes dépenses de l'État, qui ont été souvent concentrées en milieu urbain, ont aussi été un moyen de dépenser ces rentes. Mais ce qu'on a constaté, c'est que dans un passé, dans les années 90, dans des contextes de crise politique très marqués, eh bien, vous aviez un certain nombre d'États qui ont été qualifiés d'États faillis par la Banque mondiale, au sens d'États qui ne remplissent pas les fonctions de fourniture de biens publics aux populations qui sont attendues d'un État moderne. Eh bien, des États faillis, quand ils étaient adossés à des économies reposant sur les hydrocarbures, ou par exemple sur le pétrole, type Angola ou Guinée équatoriale, pouvaient être des États faillis durables. Un politiste avait proposé ce néologisme, parce que leur rente pétrolière leur permet à la fois d'avoir un soutien extérieur constant et de financer un appareil sécuritaire qui leur permet de se maintenir. Troisième type d'effet négatif des économies rentières, dans un certain nombre de cas, des auteurs ont montré qu'il y avait des conflits particulièrement nombreux, particulièrement violents, particulièrement longs, qui étaient liés à la volonté de certains groupes de s'approprier les rentes, et les rentes permettaient en retour de financer les conflits. Les conflits liés aux rentes, donc à l'appropriation des rentes tirées des ressources naturelles en Afrique, sont principalement des conflits civils. Il y a eu peu de guerres interétatiques, mais c'était principalement des conflits soit pour le contrôle de la capitale, soit des conflits entre un pouvoir central et des rébellions installées dans les périphéries. Enfin, j'en ai déjà dit un mot, il y a un biais urbain de ces économies rentières. La notion de biais urbain a été utilisée beaucoup dans les années 70 pour critiquer la croissance très rapide des plus grandes villes, en Afrique notamment, mais aussi dans d'autres continents. Et l'idée, c'était que les politiques publiques, en Afrique comme ailleurs, favorisaient les villes, parce que c'était là que se trouvait la clientèle politique des régimes. Donc les investissements publics se concentraient majoritairement en ville. Donc quand vous recrutez une fonction publique pléthorique, avec de nombreuses sociétés d'État plus ou moins efficaces, vous stimulez de façon indirecte l'exode rural, vous stimulez les migrations vers les villes parce que beaucoup de gens pensent trouver un avenir meilleur en ville et les fonctionnaires font vivre souvent des familles très nombreuses en Afrique.
Le mode de vie urbain favorise aussi la consommation de produits importés, que ce soit des produits agricoles ou des produits manufacturés, et donc on a des situations qui pénalisent les campagnes. Donc vous avez ici, je dirais, le tableau de ce que les principaux auteurs ont dressé comme correspondant à la situation de malédiction des ressources naturelles. Alors, cette notion de malédiction, je vous invite néanmoins à la considérer avec recul, avec prudence. Je pense qu'il faut mettre ce terme entre guillemets et il faut le questionner. Donc il ne faut pas confondre la corrélation, c'est-à-dire le fait que statistiquement, assez souvent, il y a plus de conflits dans certains types de pays que dans d'autres, et la causalité. Ce n'est pas parce que vous produisez du pétrole que vous allez avoir des conflits. Le Gabon produit du pétrole depuis très longtemps, n'a jamais connu de conflit. Il y a des pays qui n'ont pas de pétrole, qui ont peu de ressources naturelles, et qui ont connu des conflits. Donc le lien abondance des ressources naturelles conflit ne marche pas de façon automatique, il faut être prudent. Il y a aussi des pays qui ont construit des réussites économiques relatives à partir de l'exploitation des ressources naturelles. L'Afrique du Sud, bien sûr, même si c'est un cas un peu particulier, mais on pourrait citer aussi le Botswana, en Afrique australe. Il faut, quand on s'intéresse, je dirais, que ce soit au conflit ou au devenir d'un pays dans la mondialisation, il faut prendre en compte ses spécificités historiques, la complexité de ses relations avec différents pôles mondiaux, et donc il ne faut pas, je dirais, arriver à des relations de causalité trop simples. On a souvent reproché aux activités extraverties, par exemple, les activités minières, pétrolières, mais même aussi l'agro-industrie. On a souvent reproché à ces activités de reposer sur des enclaves, donc des investissements étrangers qui se plaquent dans des réalités africaines auxquelles elles n'ont rien à voir, et qui finalement rapportent de l'argent à l'État, sous la forme d'impôts ou de différentes manières, mais sont complètement déconnectés de leur environnement régional. Ça a été un reproche récurrent. Des enclaves productives, si vous voulez. En réalité, ces enclaves occasionnent souvent un certain nombre de liens migratoires, mais aussi économiques, avec leur arrière-pays régional, et donc les dynamiques régionales, même autour des activités extraverties, sont souvent plus complexes qu'on ne le pensait. Biais urbain, pensait-on dans les années 70, dans les années 90-2000, un certain nombre de chercheurs ont insisté sur la vitalité des relations ville-campagne, et sur le fait que les villes, quels que soient les moteurs de leur croissance, investissement des rentes ou non, étaient des lieux qui exerçaient une forte demande sur les produits agricoles et étaient des lieux qui étaient largement, impliqués dans les transformations multiformes des campagnes et pas forcément celles de l'exode rural. Enfin, dernier point, la question de la malédiction des ressources naturelles, elle repose souvent sur une critique, certes fondée, mais qui peut être un peu facile, sur tel et tel chef d'État africain qui pratique la corruption et qui est enfermé dans les turpitudes, qui achète des voitures de luxe et des appartements sur la Côte d'Azur et à Paris, etc. C'est une façon aussi de délégitimer les droits des États sur leurs ressources, et c'est aussi une façon de ne pas questionner le fait que des entreprises venant de pays occidentaux ou d'autres parties du monde exploitent les ressources naturelles dans des conditions de forte asymétrie et en prélevant la majorité des bénéfices tirés de l'exploitation de ces ressources. Donc cette discussion sur la malédiction des ressources naturelles, elle est aussi un petit peu idéologiquement connotée. Bon, je dirais de façon plus descriptive et en portant moins de jugement de valeur en tant que géographe, ce qu'on constate, c'est que finalement, les systèmes rentiers tels que je vous les ai décrits dans leur diversité et dans leur construction historique, ce sont des clés de lecture assez efficaces finalement de l'organisation des territoires en Afrique. On peut lire l'organisation de l'espace africain, alors j'aurais peut-être dû utiliser des cartes ici, si vous regardez l'organisation de l'espace, la répartition des principales grandes villes, des principales voies de communication, eh bien cette répartition de l'organisation de l'espace, elle est largement liée à l'essor et au développement de ces économies de rente qui permettent d'expliquer l'accumulation de population dans un certain nombre de régions, l'orientation privilégiée des systèmes de communication de l'intérieur vers les côtes pour l'exportation. Ce sont également les périodes favorables dans cette économie rentière, donc les périodes où les prix des ressources naturelles étaient élevés, qui ont favorisé les politiques d'aménagement du territoire, la création de villes nouvelles dans certains pays comme en Côte d'Ivoire ou au Nigeria. C'est aussi cette économie rentière qui explique d'une certaine manière une notion qu'on utilise souvent, qui est celle de multispatialité, qui évoque le fait que dans de nombreux pays des Suds aujourd'hui, mais peut-être que ça pourrait être appliqué finalement aussi aux pays des Nord, un très grand nombre de citoyens de gens vivent de ressources qui n'ont pas été produites là où ils vivent, mais qui sont mobilisées dans différents endroits, soit à travers des mobilités de population, soit à travers des flux de migrants. Donc le fait de
d'avoir un espace de vie qui soit à cheval sur la ville et sur la campagne, qui soit à cheval sur, ici, l'Afrique et là, la France ou l'Italie, et des revenus qui peuvent être mobilisés de ces différents lieux, ça fait partie des façons de vivre l'espace dans la mondialisation et qui sont reflétées par ces économies de rente. Deuxième partie, évolution ou révolution, je voudrais mettre l'accent un petit peu sur les évolutions de la période récente, donc la période 2000-2014. Tout d'abord, il y a un certain nombre d'éléments de contexte qui sont favorables et qu'il faut essayer qu'il faut mettre en perspective pour ne pas confondre trop rapidement la croissance économique avec le développement ou la croissance économique avec l'émergence. On est dans un contexte qui fait penser aux années 60 d'un certain nombre de points de vue. Les cours des matières premières sont élevés. Dans les années 60, c'était les 30 glorieuses européennes que vous connaissez, ou américaines, enfin l'économie des pays occidentaux, qui tiraient cette la demande en matières premières et donc le prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Aujourd'hui, c'est le super cycle chinois, la construction sur le long terme d'une économie majeure, la Chine, qui permet d'expliquer ce haut niveau des matières premières, mais qui bénéficie, je dirais, à l'ensemble des pays producteurs et exportateurs de matières premières, notamment les pays africains. Deuxième élément, les pays qui étaient très endettés dans les années 80-90 ont vu leur dette baisser, pour toutes sortes de raisons. Au début des années 2000, les dettes ont été annulées, ont été rééchelonnées, converties en projets de développement. L'aide publique au développement s'est maintenue, a changé de forme. On pourrait dire d'une certaine manière, si on compte l'arrivée d'un nouvel acteur de l'aide très important qui est la Chine, que l'aide a augmenté, puisque la Chine a massivement investi dans l'aide au développement en Afrique. On a constaté aussi, en lien avec la mondialisation et des phénomènes de métropolisation dans un certain nombre de grandes villes africaines, que l'Afrique devenait un lieu d'investissement pour des capitaux mondialisés. Bien sûr, ce n'est pas un lieu majeur si on fait une carte des investissements mondiaux, mais en tout cas, on voit des investissements mondialisés. Ici, vous voyez par exemple à Dakar, des immeubles de haut standing destinés à être loués ou à être vendus en tout cas, mais qui ne sont pas des cas marginaux, il y a des dizaines de logements de standing de ce type, ou même des centaines dans une ville comme Dakar, et c'est pareil à Nairobi, c'est encore plus le cas en Afrique du Sud, c'est le cas dans un certain nombre de villes africaines qui bénéficient donc de flux mondialisés dont certains disent que c'est du blanchiment d'argent de la drogue, parfois ce sont des investissements de capitaux arabes ou venant d'autres pays dont on ne connaît pas forcément l'origine. En tant que chercheur, vous savez, c'est toujours beaucoup plus difficile d'en apprendre sur les riches que sur les pauvres, et donc ces flux de capitaux et ces formes d'intégration dans la mondialisation contemporaine sont plus difficiles à étudier et sont l'objet de peut-être encore de recherches insuffisantes. Donc dans beaucoup de pays africains, depuis le début des années 2000, on a des taux de croissance économique qui sont élevés de manière, je dirais, régulière, qui sont parfois très élevés dans certains pays, et on assiste à ce que j'appelle un regain d'État, c'est-à-dire que les États qui s'étaient quasiment absentés de la pensée du développement depuis les crises des années 80-90, la pensée du développement était quasiment monopolisée par les grands bailleurs de fonds et par les ONG internationales éventuellement. Eh bien, dans les années 2000, on voit un certain nombre d'États s'intéresser à nouveau à la question du développement, reformuler des politiques publiques en lien avec les bailleurs, en lien avec les influences internationales, mais en tout cas essayer donc de relancer les politiques de développement, aussi bien dans le domaine agricole. Vous voyez ici une affiche électorale d'Abdoulaye Wade au Sénégal, donc qui vante, on pourra en discuter tout à l'heure, le modèle d'une agriculture moderne à l'occidentale, on n'est même plus dans la révolution verte, tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc. Des projets urbains qui sont réalisés un petit peu partout dans un très grand nombre de villes et de métropoles africaines. Alors, ce contexte favorable, il est lié aussi à un certain nombre de changements, je dirais, multiformes, de transformations profondes dans les sociétés africaines. Et donc là, je suis un petit peu désolé d'être obligé de vous restituer cela de façon aussi drastiquement synthétique, mais je crois que c'est un petit peu la difficulté de l'exercice. Donc ces changements, ils sont à la fois politiques. En 1960, on a créé des États-nations, je dirais brutalement, au moment des indépendances, dans un certain nombre de cas. À travers les épreuves, à travers les conflits, les identités nationales se sont consolidées. Ça n'empêche pas les problèmes, ça n'empêche pas des revendications autonomistes ici ou là. Enfin, on en observe aussi en Europe. Et donc, on a quand même une consolidation des États-nations qui sont quand même un des phénomènes de fond. Concernant la démocratisation, je pourrais dire la même chose. La démocratisation s'est généralisée avec, en tout cas, la fin des partis uniques à la charnière de 1990 et la pratique régulière d'élections.
Les élections ne font pas la démocratie, vous le savez. En Afrique, il y a encore énormément de systèmes politiques autoritaires, maquillés sous forme de démocratie électorale. Mais néanmoins, même dans les situations autoritaires, des espaces de débat, de dialogue se sont ouverts par la presse, par Internet, par le jeu des élections, par d'autres mécanismes. Et d'une certaine manière, les revendications démocratiques ont tendance à augmenter dans un certain nombre de pays, même s'il reste beaucoup à faire. Dans les années 90, des processus de décentralisation ont été mis en œuvre aussi dans un grand nombre de pays. Là aussi, ce sont des processus qui sont longs, on le voit bien en France, entre le moment où l'État décide de la décentralisation et le moment où elle arrive à jouer le rôle qu'on attend des collectivités locales. Il y a des apprentissages qui sont longs, mais ce sont des processus qui, dans un certain nombre d'États en Afrique, présentent des réalités qui sont intéressantes. Enfin, du point de vue des relations extérieures de l'Afrique, il y a aussi une diversification des partenariats. Beaucoup de pays africains sont sortis du tête-à-tête avec l'ancienne puissance coloniale qui était celui qu'on observait en 1960. Et aujourd'hui, les États africains, je dirais, ont le choix dans une offre de relations extérieures beaucoup plus large, où les anciennes puissances coloniales, la France pour les pays francophones et d'autres, sont mises en compétition avec des pays émergents, notamment la Chine, mais parfois d'autres également, et différentes institutions internationales. L'autre profond facteur de changement, c'est la démographie. On y reviendra cet après-midi, donc je ne développe pas, mais je crois que c'est quand même une vague de fond essentielle quand on veut comprendre les transformations de l'Afrique, avec à la fois la croissance de la population, l'augmentation de l'urbanisation, ce qu'on a appelé le dividende démographique. C'est le moment où le ralentissement de la croissance démographique fait que la part des inactifs dans la population totale diminue, ce qui constitue un contexte, je dirais, plus favorable pour l'économie. Le boom chinois de ces dernières années a été réalisé avec un taux d'activité qui était quasiment de 1 pour 1. Il y avait un actif pour un inactif. En Afrique, non pardon, excusez-moi, je me trompe dans les rapports, on était à 2,5 actifs pour un inactif. Donc voilà, en Chine, il y avait beaucoup d'actifs pour peu d'inactifs. En Afrique, on était, pendant la période des années 90, la période la plus difficile, dans un rapport inverse, avec, du fait de la très grande jeunesse de la population, il y avait pratiquement autant d'actifs que d'inactifs. Le rapport est en train d'évoluer de façon favorable et c'est un élément positif. On parlait tout à l'heure du marché de consommation en lien avec les thématiques de l'émergence. La période économiquement plus favorable qu'on a observée dans les dernières années, mais aussi en lien avec l'urbanisation, permet à des classes moyennes de se développer. Alors, bien sûr, classe moyenne, on peut en discuter longtemps, mais en tout cas, ce sont des populations qui ont un pouvoir de consommation supérieur à celui qui est la fourniture des besoins de base. Donc, ce qui ouvre des possibilités nouvelles pour les marchés africains et donc pour qu'une économie africaine connectée au marché intérieur se développe. Le niveau de formation des populations, même s'il reste très insuffisant et très insuffisant par rapport aux moyennes internationales, n'est pas comparable à celui qu'il était en 1960. Dans un pays comme le Congo de 1960, qui est devenu le Zaïre peu après, il y avait une dizaine de diplômés de l'enseignement supérieur. Donc pour un pays grand comme 77 fois la Belgique, donc vous imaginez un sous-encadrement complet. Aujourd'hui, c'est plus comme dans les années 60-70, quand on est africain et qu'on a un doctorat, on n'est pas assuré de devenir ministre à son retour au pays. Donc les choses ont beaucoup changé de ce point de vue-là. Du point de vue des infrastructures, il y a aussi des progrès très importants qui ont été réalisés, même là aussi si le gap demeure très important par rapport aux standards internationaux. Simplement une carte pour l'illustrer, le carte des routes revêtues dans les années 60, vous voyez des réseaux qui sont extrêmement fragmentaires en Afrique de l'Ouest, et vous voyez ici, à la fin des années 2000, des réseaux qui pourraient encore être complétés. Si vous faites le ratio par kilomètre carré, on est très très loin des standards européens, ou même d'autres continents, mais en tout cas un progrès important dans les infrastructures, ce qui permet aussi une diversification de l'économie et une économie qui ne fonctionnerait pas uniquement par rapport à des exportations vers le marché mondial. Donc ça, c'est un élément qui me semble important de tout ce que je viens de présenter. Il résulte sans doute la possibilité d'un développement moins extraverti que par le passé et la possibilité de développement d'économies régionales ou nationales africaines qui ne reposeraient pas uniquement sur l'exportation de matières premières destinées à fournir des rentes, mais aussi sur des activités productives. Alors c'est étroitement lié à l'urbanisation. Vous voyez ici une carte des aires qui sont desservies par des villes de différentes tailles. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans un très grand nombre de situations en Afrique, on n'est pas très loin d'une ville, même si c'est une petite ville. Les villes sont des lieux d'intégration dans la mondialisation, des lieux de commercialisation de produits agricoles,
et donc sont aussi des marchés pour les populations agricoles. On a observé aussi dans la période récente, vous voyez ici une raffinerie construite par les Chinois au Tchad, ça a été le même type de projet qu'on a observé au Niger et dans d'autres pays. On a assisté à des investissements de type nouveau, même pour des productions qui se vendent aussi bien sur le marché mondial que le pétrole. Eh bien, les investissements ne sont plus uniquement destinés à des exportations vers le marché mondial, mais ils sont en partie au moins, du fait de négociations entre États africains et acteurs extérieurs, destinés à alimenter le marché national. Donc là aussi, on a des changements qui sont importants. Autre type de changement, alors je mets l'accent ici sur les activités extractives, encore une fois, pour zoomer sur un secteur particulier, en réponse à des conflits qu'on avait observés dans les années 90, mais aussi dans le contexte des années 90-2000, influencés par le paradigme du développement durable, on a assisté à la mise en place d'un certain nombre de mesures pour que le boom vers les ressources naturelles africaines que j'évoquais tout à l'heure ne se traduise pas par des conflits sans fin, et donc pour qu'il reste socialement acceptable. Un certain nombre de réformes ont été proposées, je dirais à la fois au niveau international, au niveau national, au niveau public, au niveau privé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la diversité des outils qui composent ces éléments. Il y a eu deux principaux objectifs qui ont été recherchés. En matière de gouvernance et de transparence, l'idée c'est d'améliorer la transparence sur les ressources que les États touchent de ces activités extractives pour que les États puissent, dans le cadre de l'établissement d'un État de droit, eh bien, pour que les populations puissent demander des comptes sur la manière dont les ressources publiques sont utilisées. Deuxième thème qui a été concerné, c'est le domaine de la régulation environnementale pour que les impacts environnementaux mais aussi sociaux des projets miniers ou pétroliers soient le mieux maîtrisés, soient mieux maîtrisés que par le passé et soient les moins importants possibles. Donc, de nombreux outils ont été développés ici, je n'ai pas le temps de les aborder. Il y en a peut-être dont vous avez entendu parler, notamment l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ou l'initiative Publiez ce que vous payez, qui sont des initiatives qui visent à ce que les entreprises publient les sommes d'argent qu'elles versent au gouvernement afin que les rentes ne soient plus logées dans des sortes de caisses noires à la présidence de la République, comme ça avait été le cas dans un certain nombre de pays pendant longtemps, mais qu'il puisse y avoir une connaissance, une publicité et donc un contrôle public sur l'utilisation de ces sommes. Donc dans l'ensemble, on a assisté à un certain nombre d'améliorations, je dirais, dans la gestion en matière de transparence et en matière de gestion des impacts environnementaux des activités extractives. Cela dit, des problèmes importants demeurent, donc ces réformes ne sont pas faciles à appliquer. D'abord, elles entrent en contradiction avec des habitudes et des concurrences entre entreprises. Ensuite, ce qu'on appelle le greenwashing, la tendance à tout peindre en vert, particulièrement répandue en cette période pré-COP21, est très forte en Afrique. Alors aussi bien les États que les entreprises ou les bailleurs de fonds ont tous adopté des discours parfaitement verts. Vous allez sur le site des grandes entreprises pétrolières, ExxonMobil ou Total, elles vous convainquent quasiment qu'elles sont les meilleurs défenseurs de l'environnement. Bon, vous imaginez que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi des problèmes de fond qui ne sont pas pris en compte dans les débats contemporains. On ne parle pas de l'inégalité dans le partage de la rente, quelle est la part qui revient aux États, quelle est la part qui revient aux acteurs extérieurs. C'est un débat qui existait de façon très forte dans les années 60-70, dans le cadre des débats tiers-mondistes, mais une question qu'on ne pose quasiment plus aujourd'hui. Et puis, autre débat ancien dont on ne débat plus aujourd'hui, mais qui est une question clé par rapport au développement, c'est la question de la dépendance technologique, bon, aussi en dépendance par rapport au prix, mais la dépendance technologique dans laquelle sont les pays africains qui ont beaucoup de mal à développer des capacités de maîtrise des filières minières ou pétrolières, ce qui évidemment limite leur capacité à se positionner de façon plus autonome sur le marché mondial. Enfin, autre idée importante, les régions minières anciennes, donc qui mises en place au début du XXe siècle, ou en tout cas il y a plusieurs décennies, présentent une grande vulnérabilité. Dans les périodes de boom des matières premières, eh bien, bon, il y a de l'emploi, il y a de l'activité, on ne voit pas trop les problèmes, mais dans les périodes de récession, ce sont des régions entières qui sont frappées à très grande échelle par le chômage, par les problèmes à la fois sociaux et environnementaux qui s'accumulent avec la durée de l'exploitation. Et si vous avez de l'intérêt pour ces questions-là, et si vous en avez le temps avec vos élèves, je vous signale un excellent documentaire de Thierry Michel, Katanga Business, qui est, à mon avis, une illustration extrêmement efficace
de cette difficulté de l'insertion dans la mondialisation de territoires africains, donc Katanga, c'est au sud-est de la République démocratique du Congo, qui montre très bien ce contexte d'insertion dans la mondialisation avec des acteurs belges anciens, l'arrivée de Chinois, le rôle du FMI, le rôle du fonds de pension. Donc on voit à la fois les acteurs anciens, les anciens colonisateurs, les Chinois, les institutions internationales, les ONG, une galerie de portraits extrêmement convaincante et réussie, et très, à mon avis, très illustrative de beaucoup de thématiques. Alors, sur d'autres sujets, il y a aussi des débats qui sont renouvelés, des débats qui sont importants dans le contexte contemporain, et là aussi, sur la question de savoir dans quel sens on va, eh bien c'est important. Je voulais aborder deux sujets, mais je pense pour gagner du temps, je vais en aborder certainement rapidement un seul, et ce sera une manière d'introduire les discussions sur l'agriculture et sur le land grabbing. Dans tous les pays, il y a des débats aujourd'hui sur le modèle d'agriculture qui est nécessaire à la fois pour nourrir cette population qui augmente et pour l'employer. Les discussions portent sur les modèles agricoles, modèle social, est-ce qu'il faut privilégier l'agriculture familiale ou l'agrobusiness? L'agriculture familiale, c'est beaucoup d'emplois, c'est la majorité de la population, mais l'agribusiness, pour beaucoup de dirigeants africains, c'est une façon d'obtenir rapidement des résultats, de produire beaucoup. Le mirage de la modernité technique est très séduisant et a beaucoup d'effets sur les dirigeants africains. Il y a des discussions sur les modèles techniques. Est-ce qu'il faut aller vers... On n'est plus en train de réfléchir pour savoir s'il faut aller vers de l'intensif ou de l'extensif, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut une agriculture capitalistique? Est-ce qu'il faut augmenter, diffuser la révolution verte, y compris avec les OGM, etc. Ou est-ce qu'il faut aller vers une agroécologie avec une agriculture intensive en main-d'œuvre? Ces débats sont tout à fait fondamentaux en lien avec les enjeux de l'emploi liés à la transition démographique. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Comment les occuper? Est-ce qu'en mécanisant l'agriculture, on répond à ce besoin? C'est une question. Et puis des débats aussi sur l'orientation commerciale. Est-ce qu'il faut privilégier l'exportation ou la souveraineté alimentaire? Une des déclinaisons de ces discussions, c'est la thématique du foncier. Dans beaucoup de pays, on réfléchit sur le besoin d'une réforme foncière, et notamment dans les pays francophones, où on a des systèmes fonciers aujourd'hui qui sont hybrides, qui articulent un système coutumier avec un système étatique moderne qui existe sur le papier, mais qui est complètement dépassé par les pratiques. Donc on a des systèmes juridiques qui sont en décalage avec les pratiques et qui ne permettent pas de sécuriser l'agriculture et de moderniser l'agriculture. Et la question, c'est de savoir comment sécuriser l'agriculture sans aboutir à une expulsion des plus pauvres de la terre et à une concentration foncière qui aurait, par rapport aux enjeux de l'emploi que j'évoquais tout à l'heure, les effets inverses de ce qu'on souhaite. Autre question importante posée par cette question foncière, le land grabbing, mais qui rejoint finalement les autres enjeux, parce qu'on a une position très ambiguë des États qui, d'un côté, affirment la priorité donnée à l'agriculture familiale, qui représente beaucoup d'habitants et beaucoup d'électeurs, mais qui, d'un autre côté, dans un certain nombre de pays, ce n'est pas le cas de tous les pays, mais en tout cas va accorder des facilités d'accès au foncier à des investisseurs internationaux dans des conditions plus ou moins transparentes. On en reparlera tout à l'heure. Donc, je n'ai pas le temps d'évoquer la discussion sur le développement territorial. Je crois que j'ai encore 10 minutes à peu près. J'ai le choix entre le développement territorial et l'exemple du Tchad. Il faut pouvoir choisir. Je pense que je vais plutôt choisir de développer l'étude de cas. Donc j'arrive à la troisième partie sur les incertitudes contemporaines. Bon, je reviens à la question initiale finalement. Quelle est la trajectoire de développement des pays africains, des États dans la mondialisation? Est-ce qu'on est dans une trajectoire déterminée, connue à l'avance, qui serait celle de la malédiction des ressources naturelles? Une trajectoire historique, de temps long au sens brodelien, une spécialisation historique dans l'exportation de matières premières brutes vers la mondialisation, qui conforte des systèmes politiques, mais qui ne permet pas le développement. En gros, est-ce qu'on est dans ce schéma-là qui ne bouge pas, ou est-ce que quelque chose est en train de frémir, de bouger, qui pourrait annoncer un changement de trajectoire de l'Afrique dans la mondialisation? Donc l'hypothèse qu'on a essayé de travailler dans un certain nombre de textes, c'est que les dynamiques contemporaines, qui sont liées en partie à l'exploitation des ressources naturelles, dans le contexte de mutations démographiques et politiques importantes, pourraient produire des possibilités, ce que j'appelle des espaces de bifurcation. C'est un vocabulaire qui est emprunté des historiens qui travaillent sur l'histoire institutionnelle,
je pense nombreux à être historiens, mais en gros c'est la réflexion qu'est-ce qui se passe dans une bifurcation majeure, un changement de système, c'est ce qu'on observe au moment de la Révolution française par exemple. Est-ce qu'on a des éléments qui pourraient permettre de penser qu'on va vers un changement systémique dans les relations de l'Afrique à la mondialisation? Alors, on a un certain nombre d'éléments qui pourraient être positifs, des éléments démographiques. La croissance démographique en Afrique, ça permet d'avoir une main-d'œuvre bon marché, ça permet aussi d'avoir des marchés de consommation à terme. Et puis en Asie, on a un ralentissement de la croissance démographique, on a une augmentation du coût de la main-d'œuvre. Là aussi, on a quelque chose qui pourrait être relativement favorable. Donc on est dans un contexte qui peut paraître favorable à certains égards, des marchés intérieurs qui se créent, des États qui ont de l'argent pour des politiques publiques, des espaces de dialogue qui se créent dans des contextes autoritaires, autour par exemple de la régulation, tout ce qu'on va dire sur le land grabbing. Bien sûr, il y a des situations de violence, d'inégalité, d'opacité, etc. Mais en même temps, il y a du débat. Et donc là, on est dans une situation qui est un peu différente de celle du Nigeria qui exploitait son pétrole dans les années 60, où les compagnies expropriaient les paysans sans que personne n'en discute. Donc on est dans un contexte qui semble plus ouvert qu'il l'était par le passé, et donc on propose l'hypothèse d'existence d'espaces de bifurcation. Alors, je vais vous présenter une étude de cas dont je ne suis pas sûr qu'elle soit la meilleure illustration finalement de cette réflexion sur les espaces de bifurcation, mais vous en jugerez. Le Tchad, c'est un pays pauvre de l'Afrique centrale qui est classé régulièrement parmi les 10 derniers dans le classement du PNUD de l'indicateur de développement humain, donc un des pays les plus pauvres du monde. Donc une marge du système mondial, pauvre, instable depuis son indépendance quasiment, donc des cycles de rébellion, de répression, une guerre civile entre 1965 et 2008, on pourrait dire quasiment. Les Tchadiens disent parfois la guerre n'a pas été longue cette année. Bon, une situation d'instabilité permanente. Dans ce pays, la Banque mondiale, dans ce contexte que je vous évoquais tout à l'heure, ça a été un pays un peu précurseur dans ce contexte de régulation, de tentative de régulation pour essayer de faire en sorte que l'exploitation des ressources naturelles soit favorable au développement, ce qui est aussi une façon pour des acteurs mondiaux comme la Banque mondiale ou des entreprises pétrolières de légitimer l'exploitation des ressources naturelles. Donc la Banque mondiale s'est investie dans un projet pétrolier en apportant une participation financière tout à fait marginale, mais une participation, je dirais, politique et institutionnelle qui était centrale, parce qu'elle a rassuré des entreprises pétrolières, notamment Exxon, et elle s'est occupée des relations avec l'État tchadien et cet espace, ce pays pauvre, instable et imprévisible. Donc la Banque mondiale, dans le contexte tchadien, elle va mettre en place des règles, à la fois dans le domaine de la gouvernance et de l'environnement, qui sont censées permettre à la fois plus de transparence dans l'utilisation de la rente pétrolière, qui sont censés permettre de vérifier que cette rente pétrolière va servir à la réduction de la pauvreté. Donc une partie importante de la rente, par la loi tchadienne, devait aller à des secteurs de lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement, etc. Un mécanisme aussi de contrôle était mis en place avec une intervention de la société civile, une participation importante de la société civile pour vérifier que cette loi était bien respectée et que l'argent du pétrole servait bien au développement. Et puis par ailleurs, un ensemble de règles sont mises en place pour que l'exploitation pétrolière n'occasionne pas d'impacts environnementaux élevés et que les dommages causés sur les populations de la zone qui vivent dans la région des puits de pétrole, que ces dommages soient le plus faibles possible et qu'ils soient compensés le mieux possible. Donc on a, vous voyez ici sur cette carte, des gisements situés dans le sud du pays, exportés par un oléoduc vers le Cameroun. Ici, un collège de contrôle et de surveillance, donc voilà l'organisme chargé de vérifier la gouvernance. Et ici, des études d'impact environnemental qui sont publiées. Bon, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Assez vite, les choses ne se passent pas comme elles auraient dû le faire. Donc, à la fin des années, vers 2007-2008, le Tchad est frappé à nouveau par des conflits en lien avec ceux du Darfour. Je ne rentre pas dans les détails. Le régime tchadien est menacé par des rébellions. Il utilise une bonne partie, il modifie la loi de gestion des revenus pétroliers. Il inclut la sécurité dans les secteurs prioritaires du développement, car, comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans sécurité. Ça fait écho de façon un peu étrange à l'actualité contemporaine. En tout cas, donc, le régime tchadien va utiliser une bonne partie de la rente pétrolière pour acheter des armes,
Et donc le président tchadien se met en scène comme un chef de guerre, ce que vous voyez sur l'image du haut. Et lors du défilé militaire de 2008, le Tchad achète énormément d'armes et se classe dans les 20 premiers pays du monde en termes d'achat d'armes, alors qu'il est dans les 10 derniers en termes de développement. Donc on semble être dans une confirmation de la malédiction des ressources naturelles. L'argent du pétrole, qui malgré les règles mises en place, ne parvient pas à servir le développement. Pourtant, il y a des évolutions qui sont un peu différentes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une exploitation pétrolière, donc un deuxième projet pétrolier mis en place par une compagnie chinoise, dont une première étape sert à alimenter le marché national tchadien en pétrole, alors qu'il y avait un problème dans ce pays enclavé, un problème structurel d'alimentation en énergie. Donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'assez nouveau et de plutôt positif. Et puis, on a constaté depuis 2008, depuis la fin des conflits récents, des changements accélérés dans le pays. Le pays a des taux de croissance économique élevés, l'urbanisation a fortement accéléré. Bon, l'indicateur de développement humain reste très bas, mais en même temps, on est dans un pays les infrastructures se sont beaucoup développées, l'État a repris des politiques publiques dans l'agriculture, dans la décentralisation, l'État a investi, a construit des lycées, ce qui était proprement inimaginable pendant 20 ans ou 30 ans au Tchad. C'était les bailleurs de fonds qui s'occupaient de ça. L'État a recommencé à s'intéresser à des secteurs en lien avec le développement parce qu'il a une base de ressources élargie. Et donc, il y a eu quand même des changements relativement favorables. En même temps, s'il n'y a pas eu vraiment de bifurcation, c'est-à-dire qu'on reste dans un État très autoritaire, avec une corruption très élevée et une rente pétrolière qui ne sert pas à transformer complètement l'économie du pays, c'est en grande partie du fait du contexte géopolitique de l'Afrique centrale, où le Tchad apparaît comme un des seuls pays stables et donc bénéficie d'un soutien français et international important, parce qu'entre Boko Haram et le reste du Nigeria, le sud de la Libye en guerre, la Centrafrique dans le chaos, eh bien le Tchad paraît comme une sorte de pôle de stabilité qu'il faut conforter. Et donc le régime en profite assez largement. Bon, en bas, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer le président Déby sur un tracteur. Alors, on pourrait pratiquement photographier tous les présidents africains sur des tracteurs. Ça fait partie de l'idéologie de la modernisation agricole. C'est assez intéressant. Donc pour terminer, et je m'en arrêterai là, simplement vous montrer deux scénarios, si vous voulez, si on veut réfléchir à la trajectoire de l'Afrique dans la mondialisation. Donc un scénario pessimiste, ou on pourrait dire tendanciel, l'Afrique comme une marge du monde, donc qui continuerait à exploiter ses ressources, à exploiter et à exporter des ressources naturelles à travers des enclaves sécurisées, militairement ou par d'autres manières, des rentes qui permettent à des élites politiques très minces de rester au pouvoir et de maintenir une sorte de statu quo qui permet au moins de continuer le business, l'exploitation des ressources, des masses démographiques croissantes issues de la transition démographique sous-éduquées, c'est la réalité actuelle et ce n'est pas un mince défi que d'arriver à l'inverser, des soupapes migratoires qui se fermeraient sous l'effet d'une rigidification de la forteresse Europe et d'une fermeture aussi des marchés migratoires, enfin de l'horizon, enfin, de l'espace migratoire nord-américain. Et donc en fait un nombre croissant d'espaces en Afrique qui seraient considérés comme inutiles du point de vue de la mondialisation, bien sûr, qui seraient abandonnés soit à des chefs néo-traditionnels qui s'occuperaient de faire régner l'ordre à leur manière, soit à des zones grises de banditisme ou au terrorisme ou à des espaces gouvernés par le HCR. Donc là on est plutôt dans un scénario, je dirais, pessimiste. Un scénario plus optimiste verrait donc l'Afrique comme une nouvelle frontière du développement, avec d'une part les rentes tirées des ressources naturelles qui seraient investies d'une manière productive dans l'éducation. L'éducation, bien sûr, c'est pas à vous qu'il faut que je le dise, c'est un investissement. Donc des rentes investies dans l'éducation, dans les infrastructures, dans l'agriculture, des marchés intérieurs qui continueraient à se développer à travers la valorisation des relations ville-campagne, un déplacement aussi de l'attractivité relative de l'Afrique dans la mondialisation, la montée des salaires en Asie et en Chine qui a déjà été observée, qui a déjà commencé, qui fait de l'Afrique un nouveau pôle d'investissement industriel. Un article journalistique récemment qui parlait d'Éthiopie, malheureusement on ne pourra pas en parler longuement cet après-midi. Un article écrivait que l'Afrique devenait la Chine de la Chine, du point de vue du coût de la main-d'œuvre. Et l'Éthiopie fait partie de ces pays qui attirent des investissements en industrie de main-d'œuvre. Donc on assisterait à une diversification des économies,
une montée en gamme, ce qui, en termes économiques, est souvent synonyme de développement, et donc une émergence de l'Afrique. Et donc, je vais m'arrêter là. Il ne s'agit pas ici de lire l'avenir dans un mar de café. On pourrait multiplier les scénarios. La réalité, souvent, l'avenir se dessine souvent entre les différents scénarios. Hein, c'est souvent des situations composites. Mais ce qui est probable, et ce qui est, je pense, une piste de réflexion intéressante, c'est que la question de ces espaces de bifurcation, exploités ou non par certains pays, elle doit sans doute être remplacée par une réflexion sur la diversification croissante des situations africaines. Il y a un certain nombre d'endroits. Est-ce qu'il faut le penser à l'échelle métropolitaine? Est-ce qu'il faut le penser à l'échelle des pays ou des sous-régions? En tout cas, il y a des lieux en Afrique qui, manifestement, vont s'intégrer de mieux en mieux à la mondialisation et vont présenter des formes d'intégration plutôt réussies à la mondialisation. Il y a probablement des endroits pour lesquels ces dynamiques seront beaucoup plus difficiles à observer. Le Ghana n'est pas la République centrafricaine, le Kenya n'est pas la Somalie. Hein. Donc, vous voyez, une diversification croissante probablement des situations qu'on pourra observer dans les décennies qui viennent. Je m'excuse si j'étais un peu long, je m'arrête. Je vous remercie beaucoup, monsieur. À vous entendre, pourquoi c'est peut-être aussi à cause du temps que court que vous disposiez, toute activité économique africaine est une activité de rente. N'existe pas quand même des activités qui sortent de cette image? Je réponds au fur et à mesure ou... Oui. Votre question est tout à fait pertinente. Alors, je n'ai pas eu le temps de développer beaucoup, mais j'ai abordé rapidement. Je vous disais justement, une des alternatives aux économies de rente, ce sont les marchés intérieurs. Et les marchés intérieurs, ils existent dans un grand nombre de domaines. Une des thématiques intéressantes, beaucoup travaillées par les géographes, c'est autour des relations ville-campagne. Hein, tous ces flux économiques, commercialisation de produits bruts, mais aussi transformation des produits destinés à l'alimentation des villes. Donc ça implique à la fois beaucoup de commerçants, des transformateurs, des producteurs ruraux, des lieux de commercialisation, des modes de consommation en ville. Donc là, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi toute une économie informelle, largement informelle en Afrique, qui est une activité protéiforme et qui ne relève pas de l'activité de rente, qui produit à la fois tout ce qui sert à vivre au quotidien, du petit commerce, de l'artisanat, mais aussi de la culture, de la musique, etc. etc. Hein, donc il y a effectivement énormément d'activités en Afrique qui sortent de l'économie de rente, mais je dirais que les économies de rente, si j'en ai pas, donc si j'ai mis l'accent autant là-dessus dans l'exposé, c'est d'une part parce que c'était la commande qui m'était faite, mais aussi parce que dans les indicateurs macroéconomiques qui sont souvent mis en avant, elles occupent un poids particulièrement élevé. Mais vous avez raison, il ne faut pas réduire, je dirais, l'économie africaine à des économies de rente, et il faut, je dirais, penser aussi les liens entre ces économies de rente et des économies qui sont des économies tournées finalement vers les espaces domestiques. D'autres questions? Les économies de rente, l'État avait aussi un petit parti important sur les revenus de ces économies. Et justement, ces économies, celles que vous avez appelées l'activité informelle, les marchés intérieurs, les États parviendraient à impacter à percevoir des revenus et dessus qui permettraient éventuellement de se développer. J'espère avoir bien compris votre question. Elle renvoyait en partie, si j'ai bien compris, à la capacité des États à contrôler mieux les économies informelles, c'est ça? À travers la fiscalité en partie. Alors, justement, ça fait partie des dynamiques récentes que je n'ai pas évoquées, mais qui sont assez intéressantes. Dans un pays, alors là, je n'ai pas une vision, je dirais, à l'échelle de l'ensemble des pays africains, mais je connais quelques situations. Il y a un certain nombre de pays où, bon, un grand nombre d'activités où il y a très peu de... La TVA n'existe pas ou ne fonctionne pas bien, mais il y a aussi quelques pays, et le Sénégal en fait partie, qui a réussi à mettre en place un système de TVA assez efficace dans la décennie 2000, et qui, par ce biais-là, a augmenté, ça a permis d'augmenter les recettes de l'État dans des proportions considérables, et le Sénégal, qui n'est pas un pays qui dispose de rentes classiques importantes, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'or, etc. L'État sénégalais s'est retrouvé avec des disponibilités financières très importantes dans les années 2000, en partie grâce à une réforme réussie de la TVA. Donc vous avez raison, ça fait partie de ces éléments tout à fait importants dans les possibilités de taxation des États. Une autre question?
voulais savoir qui avait proposé la notion d'État fédéral. C'est un politiste qui s'appelle Ricardo Soares de Oliveira, qui a écrit un ouvrage de référence sur le Oil and Politics in the Gulf of Guinea, donc la politique du pétrole dans le peuple guinéen. Moi, je voudrais savoir quel est le regard que vous portez sur le projet d'électrification du continent africain de Jean-Louis Borloo. Alors, ça fait partie des nombreux sujets importants que je n'ai pas pu évoquer là. Parmi les contraintes fortes au développement, il y en a un certain nombre. L'énergie fait partie des gros points de blocage du développement en Afrique. L'accès à l'énergie est très faible. L'accès à l'électricité, aux énergies modernes, reste à la fois très, très aléatoire, très cher, très lacunaire. Et c'est un des grands problèmes. Et justement, si on pense que l'Afrique peut être le nouveau front de la délocalisation, de la division internationale du travail et de la délocalisation industrielle à partir de l'Asie, un des préalables, c'est d'arriver à disposer d'une énergie abondante et à prix accessible. Je ne connais pas dans le détail le projet de Jean-Louis Borloo. Ce que je vois, c'est que il y a un côté positif, c'est qu'un certain nombre de gens, y compris des gens plus célèbres que Jean-Louis Borloo, comme Barack Obama, se sont intéressés à cette question, donc a lancé un programme panafricain de l'énergie, donc se sont intéressés à cette question de l'énergie, dont on ne parlait jamais, jusqu'à une date récente, jusqu'à il y a quelques années. Quand on parlait de l'Afrique, on parlait beaucoup de la sécurité alimentaire, on parlait des conflits, etc., mais l'électricité, l'énergie, on n'en parlait jamais. Or, c'est un des enjeux absolument majeurs en termes de développement économique. Donc, le fait qu'un certain nombre d'acteurs s'y intéressent, c'est une très bonne chose. Après, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, parce que ça renvoie à des enjeux qui sont à la fois des enjeux de montage institutionnel, du financement, d'intégration entre États, dans un certain nombre de cas, d'interconnexion. Donc les enjeux sont complexes. Ils sont aussi articulés, je dirais que l'Afrique, du point de vue énergétique, il y a un double défi, comme dans beaucoup de sujets d'ailleurs. C'est d'une part arriver à résorber le gap dans l'accès aux énergies par rapport à une situation qui est très en retard, et puis d'autre part, il y a les défis de la transition énergétique qui existent à l'échelle mondiale, arriver à mettre en place un nouveau système qui ne soit pas rendu obsolète, aussitôt mis en place, donc ne pas miser sur le mauvais cheval et choisir un mix énergétique qui soit adapté aux conditions à la fois géographiques, des noyaux de peuplement très denses mais souvent assez distants les uns des autres, des espaces à faible peuplement qui sont nombreux encore aujourd'hui, donc arriver à mettre en place une matrice énergétique qui soit adaptée à cette réalité du peuplement africain. Un des avantages, selon les énergéticiens, c'est que, comme il n'y a pratiquement rien aujourd'hui, l'Afrique n'est pas prisonnière d'un effet, si vous voulez, n'est pas dépendante de structures lourdes, comme l'est la France par exemple. La France, si elle veut sortir du nucléaire demain, si elle le décidait, c'est très compliqué. L'Afrique n'a pas ce problème-là, puisqu'en Afrique, on part pratiquement de zéro du point de vue énergétique. J'exagère un petit peu, mais pas beaucoup par rapport aux besoins. Donc voilà, c'est un des grands chantiers des décennies à venir.